Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 à la une de ce 20h. L'Africa CEO Forum, rendez-vous annuel de référence du dialogue public-privé sur le continent, s'ouvre demain à Kigali, au Rwanda. Le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly est dans la capitale rwandaise pour cette rencontre. Il présentera aux hommes d'affaires réunis à Kigali les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire. Ce 24 mars, c'est la journée mondiale de lutte contre la tuberculose, une des maladies contagieuses les plus meurtrières. L'État ivoirien multiplie les actions pour freiner sa propagation. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a choisi la ville d'Adiaké pour sensibiliser et surtout inviter les populations à se faire dépister. Non, il n'y a pas de riz avarié sur le marché ivoirien. La Confédération des organisations des consommateurs déploie une folle rumeur qui circule présentement sur les réseaux sociaux. La Confédération rassure les populations sur la non-circulation des riz impropres à la consommation. Vous entendrez les responsables dans ce journal. C'est la tuerie la plus sanglante au Mali depuis plus de 6 ans. Près de 130 personnes ont été tuées hier dans un village peul du centre du pays. 24 heures après ce massacre, le gouvernement malien a dissous la milice Dogon dénommée Dana à Massagou et a remplacé des chefs de l'armée. Soyez les bienvenus sur RTI1. Plusieurs personnalités ont été accueillies ce dimanche à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny par le vice-président Daniel Kablan-Duncan et des membres du gouvernement. Parmi elles, le directeur exécutif du PAM, le Programme alimentaire mondial. Notez que ces personnalités sont à Abidjan dans le cadre du lancement demain lundi 25 mars du premier centre d'excellence régional de lutte contre la faim et la malnutrition. Ce centre, le premier du genre, que le PAM, le Programme alimentaire mondial, installe en Afrique. Nous prenons à présent la direction de Kigali au Rwanda où s'ouvre demain lundi l'Africa CEO Forum, le rendez-vous annuel de référence du dialogue public-privé sur le continent. Le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly est déjà dans la capitale rwandaise pour cette rencontre. Il présentera aux hommes d'affaires réunis à Kigali les opportunités d'investissement dans notre pays. Notre reporter Eman Guivé depuis le Rwanda. 17h26, aéroport international de Kigali. L'avion transportant à son bord le chef du gouvernement Amadou Gon Coulibaly se pose sur le tarmac. Au bas de l'échelle de coupé, le secrétaire d'État, secrétaire permanent du ministère du Commerce de la République du Rwanda, Michel Sebera, venu accueillir le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le chef du gouvernement présent à Kigali pour prendre part à l'Africa CEO Forum, édition 2019. Au cours de cet important rendez-vous pour les financiers et décideurs du secteur privé, le chef du gouvernement participera à un panel. Je suis venu prendre part aussi au forum pour représenter le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui a été invité par son frère président Kagame et par le groupe Jeune Afrique qui organise ce forum. Et demain, j'aurai l'occasion d'animer une réunion pour parler des conditions d'investissement dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Expliquer pourquoi la Côte d'Ivoire est une belle destination d'investissement aujourd'hui, avec le cadre macroéconomique que nous avons, avec toutes les réformes qui ont été faites en matière d'amélioration du climat des affaires, attesté par notre classement au niveau du Doing Business. Et puis tout ce que nous avons fait au niveau des infrastructures, ce qui améliore la compétitivité de l'économie ivoirienne. Donc j'aurai l'occasion d'expliquer un peu tout cela, mais en indiquant également que le président de la République a décidé de mettre un accent très fort au cours des 2 années qui viennent, 2019 et 2020, sur le social pour accompagner cette dynamique économique. Plus de 1500 participants sont attendus à cet événement. Le Rwanda, le pays des 1000 collines, devient pendant 48 heures l'épicentre d'échanges en faveur de l'intégration économique pour une mobilisation plus renforcée du secteur privé. Nous sommes le 24 mars aujourd'hui. C'est la journée mondiale de lutte contre la tuberculose, une des maladies contagieuses les plus meurtrières. Eh bien, l'État ivoirien a décidé d'agir, de multiplier les actions pour freiner la propagation de cette maladie. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a choisi la ville d'Adiaké pour sensibiliser les populations, les inviter à se faire dépister après une tour de 2 semaines. Salima Toudia.
C'est par un marathon à Adiaké, dans la région du Sud Komoé, qu'a débuté le lancement des activités de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Séances de dépistage, consultations en radiologie ont été offertes aux populations d'Adiaké qui se sont engagées à lutter contre la maladie. En Côte d'Ivoire, on enregistre une incidence de 159 cas de tuberculose sur 100 000 habitants, selon le rapport mondial de la santé. L'OMS appelle à réduire de 90% le nombre de décès d'ici à 2030. Nous devons assurer l'accès universel aux tests rapides recommandés par l'OMS en tant que test de première intention pour le diagnostic de tous les cas présumés de tuberculose. Nous devons aussi adopter les nouveaux médicaments combinés recommandés par l'OMS. Et fort heureusement, la Côte d'Ivoire dispose d'assez de tests rapides et dispose également des médicaments combinés pour tous les malades de la tuberculose, y compris les cas de tuberculose pharmaco-résistants. La stratégie nationale mise en œuvre par le Programme national de lutte contre la tuberculose enregistre à ce jour 307 centres de prise en charge. Nous avons adopté les différentes stratégies recommandées par l'OMS, hâte à la tuberculose et mettre fin à la tuberculose afin de réduire l'incidence et la mortalité liée à la tuberculose. Le nombre de malades dépistés est de 21 299, traduisant la continuité de la tendance baissière de la notification des cas. Deuxièmement, le succès du traitement a atteint un taux de 86%. La vaccination au BCG à la naissance, la généralisation du traitement préventif chez les personnes vivant avec le VIH sont entre autres les activités de prévention de la tuberculose. Et le ministère de la Santé retrousse ses manches pour venir à bout de la maladie en milieu scolaire et universitaire. L'heure est actuellement au renforcement des capacités des agents de santé pour éviter aux élèves et étudiants de contracter cette maladie en misant sur la prévention. Franck Quadio. En 2017, selon l'OMS, Organisation mondiale de la santé, 13 000 nouveaux cas de tuberculose sont détectés en Côte d'Ivoire. 41 cas sont des élèves du district d'Abidjan. Une donne qui interpelle selon le PNLT, Programme national de lutte contre la tuberculose. La tuberculose en milieu scolaire est très préoccupante dans la mesure où, quand un enfant contracte cette maladie, il y a un risque de propager cette maladie au sein de la classe. Parce que les enfants sont assis côte à côte, il y a une grande promiscuité et donc le risque de transmission aux autres est élevé. Comment minimiser les risques de propagation de la tuberculose en milieu scolaire? Plusieurs stratégies sont arrêtées, au nombre desquelles la sensibilisation. Le PNLT et Alliance Côte d'Ivoire convient alors les agents des centres de santé scolaires et universitaires. Objectif de cette rencontre, donner des outils nécessaires pour plus d'efficacité dans la lutte contre la tuberculose. La lutte contre la tuberculose est devenue une lutte multisectorielle. Donc on ne doit pas être seulement concentré au niveau seulement du service de santé classique qu'on connaît. Il y a plusieurs autres couches de la société qui sont quand même aujourd'hui négligées et qu'on doit impliquer dans la lutte. Nous savons que pour la tuberculose, c'est 6 mois de traitement, mais la période où la personne peut transmettre la maladie à son entourage, c'est pendant 2 mois. Donc les 2 premiers mois de traitement sont très importants pour la prise en charge. Lorsque cela est réalisé, les 4 autres mois, l'élève peut reprendre ou bien l'enseignant peut reprendre le chemin du travail sans danger pour la communauté éducative. En plus de la démence, direction de la mutualité et des œuvres sociales en milieu scolaire, le PNSU, le Programme national de santé scolaire et universitaire, a aussi pris part à cette rencontre. Tous ont souhaité être associés au réseau de soins du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Ils ont également demandé que des centres antituberculeux soient installés au sein de leurs centres de santé. Autre campagne en cours dans la ville de Divo, c'est une initiative des spécialistes américains qui ont lancé une opération d'intervention chirurgicale. Ils sont dans cette localité pour 1 semaine. Pendant 7 jours donc, ils vont opérer gratuitement des patients souffrant de diverses pathologies. Ils sont arrivés avec du matériel qu'ils mettront à la disposition du CHR de Divo après cette campagne. Explication détaillée avec Michel Digri. Divo, nous sommes au centre hospitalier régional. Du matériel biomédical neuf, des spécialistes américains pour opérer des patients souffrant de diverses pathologies, le temps d'une caravane d'opérations chirurgicales
gratuite, cet établissement sanitaire sera l'attraction des malades du Lodjibois. Cette initiative est une action de générosité de l'ONG Belgo-Ivoire Santé en partenariat avec l'ONG américaine Opération Internationale. J'aimerais remercier aussi mon équipe qui a accepté de venir en Afrique pour ce projet. Donc finalement, nous avons vraiment beaucoup de boulot à faire. Donc je vais vous laisser pour partir en salle d'opération pour commencer à travailler. Merci beaucoup. Ils sont venus à 25. Le matériel qu'ils vont laisser à l'hôpital, on m'a dit c'est entre 500 millions et 1 milliard de matériel qui va rester ici. Je voudrais vraiment, au nom du ministre de la Santé, au nom du gouvernement ivoirien, vous témoigner toute la reconnaissance de l'État de Côte d'Ivoire pour cette œuvre de générosité que vous avez envers les populations ivoiriennes. Vous avez accepté de venir ici à Divo pour laisser tout ce matériel-là au CHR. Le matériel biomédical apporté par les Américains et qui sera offert au CHR de Divo relèvera de façon significative le plateau technique de cet établissement sanitaire. Pour soulager les patients qui resteront sur place pour se faire opérer, le ministre Amédée Kouakou a fait un don de 3 millions de francs CFA. Et notez que notre santé n'est pas du tout menacée, c'est une folle rumeur. Il n'y a pas de riz avarié sur le marché ivoirien. La Confédération et des organisations des consommateurs déplorent une fausse alerte qui circule présentement sur les réseaux sociaux. La Confédération rassure donc les populations sur la non-circulation des riz impropres à la consommation et les invite à ne pas paniquer. La question a été mise sous douane dans les entrepôts, le temps de permettre à nos autorités d'effectuer des tests additionnels par rapport aux tests qui se font de façon habituelle en cas d'importation. Donc le ministère du Commerce a fait des prélèvements pour effectuer des contrôles plus approfondis. Les résultats de ces contrôles nous ont été promis, les premiers résultats dans les 48 heures et ensuite les autres résultats. Donc nous avons tenu à faire ce point de presse pour rassurer l'ensemble de la population, dire qu'il n'y a pas de raison de paniquer. La situation est sous contrôle. Nous partons maintenant pour New York, aux États-Unis d'Amérique, où se tient la 63e session de la Commission et de la condition de la femme. À marge de cette rencontre, la délégation ivoirienne conduite par la ministre Bakayoko Liramata a visité une usine de transformation de cacao et a pris part à un panel sur l'autonomisation des femmes dans cette filière. L'avenir du karité est au centre des réflexions. Clément Boko. Le karité de Côte d'Ivoire au cœur des échanges de la 63e session de la Commission de la condition de la femme. À New York, experts, productrices, acheteurs et ONG ont reconnu les avancées en matière de transformation du karité, un produit qui pousse à l'état sauvage. Aujourd'hui, grâce au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant et l'ONU Femmes, les actrices de la filière sont organisées, réduisant ainsi la pénibilité du travail. Les normes internationales sont des barrières à l'entrée de nombreux produits africains dans le marché international. Et la seule façon de relever le défi a été de former les femmes aux bonnes pratiques du ramassage des amandes de karité et au séchage. Le résultat ne s'est pas fait attendre. En 2018, la Côte d'Ivoire obtient la certification biologique du beurre de karité. Quelque chose d'absolument formidable lors de cette certification. On a pu produire avec l'eau du karité qui est jetée normalement, qui est un déchet. L'eau du karité fait du charbon bio. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça signifie? Ça signifie que toutes ces femmes peuvent être multimilliardaires parce qu'elles vont être à la COP 23, 24 pour défendre que, attention, nous, au niveau de la taxe carbone, nous la voulons parce que nous agissons directement sur un produit qui va aider à ne plus couper les arbres. Rendre les femmes indépendantes financièrement, c'est possible. Et les perspectives de richesse dans le beurre de karité étant immenses, la ministre Ramata Ly Bakayoko et son équipe envisagent d'accompagner ces femmes sur le marché, tant sur le plan national qu'international. Le temps est donné avec la certification du beurre de karité dans les régions du Kyologo et du Gontougou. Reste maintenant
a touché toutes les autres régions de la Côte d'Ivoire pour une réelle autonomisation des femmes. Le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme a aussi des défis à relever. Pour y arriver, le ministre Bruno Koné-Nabagné veut offrir aux populations un cadre de vie décent en adéquation avec le plan d'urbanisme d'Abidjan. Le ministre a donc décidé d'associer les élus locaux. La tournée qu'il a donc initiée dans les différentes mairies d'Abidjan a conduit hier à Yopougon où il a rencontré l'équipe municipale. Cheikh Koné. Première étape de cette tournée, la mairie de Yopougon, où le ministre Bruno Koné a échangé avec le maire de la commune, Gilbert Kafana Koné, et son équipe municipale sur les questions de construction, de logement et d'urbanisme. La restructuration des quartiers précaires, l'occupation anarchique des espaces publics, la conformité des constructions avec le permis de construire, le schéma directeur du Grand Abidjan ont été les sujets abordés. Le ministère en charge de l'urbanisme, de la construction et les communes, nous avons au moins une mission commune. Cette mission, c'est offrir à nos populations le meilleur cadre de vie. Nous y travaillons en ce qui nous concerne, mais nous nous sommes rendus compte que nous serons plus efficaces en y travaillant avec les acteurs locaux. Nous sommes donc à sa disposition, certes pour l'accompagner comme vous le dites, mais c'est surtout nous qui avons le plus besoin de lui pour rendre agréable nos cités. Après Yopougon, d'autres communes seront visitées par le ministre en charge de la construction, du logement et de l'urbanisme. Cette tournée fait suite à l'adoption d'un projet de loi instituant un code de la construction et de l'habitat qui va compiler, dans un dispositif unique, l'ensemble des tests législatifs et réglementaires existants en la matière. Quelle est l'importance du changement de mentalité? Comment changer de mentalité? Quelles sont les retombées? Autant de questions évoquées dans le magazine du dimanche au journal de 13h présenté par Hamza Diaby. Il avait comme invité M. Augustin Nguessan, expert, formateur, conférencier. Voyons un extrait de leur entretien. Le changement de mentalité, c'est une façon d'adopter de nouveaux comportements vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de notre environnement, vis-à-vis de notre pays, et ne pas regarder à nous, mais regarder au pays d'abord. Nous avons signé, donc, comme je le disais tantôt, un partenariat avec le SNLC qui représente le gouvernement. Donc nous avons signé ce partenariat. C'est pour aller dispenser des cours de changement de mentalité, faire des conférences. Nous sommes allés au CNMS pour donner des cours de formation aux élèves cafopiens qui vont sortir. Et à la fin, nous sommes allés aussi former des professeurs de l'IPNET pour que cet enseignement-là soit vulgarisé à travers la Côte d'Ivoire. Je vous donne un exemple, M. Diaby. Mettons que nous avons à la maison un enfant. La plupart du temps, les enfants sont sur les jeux vidéo. On se couche tôt pour pouvoir se réveiller tôt à 2 h du matin. On viendra trouver notre fils en train de jouer aux jeux vidéo. Et si on l'a vu comme ça, on ne l'engueule pas. On rentre à la cuisine, on lui fait un plat qu'il aime, on vient, on lui donne, et puis on se retire. Et on va faire 1 fois, 2 fois, 3 fois. Au bout d'1 mois, de 2 mois, de 3 mois, on verra que l'enfant lui-même, il va changer. Sans le forcer, il va se dire quoi? Pourquoi? À cause du repas qu'on lui donne. Pourquoi? Parce qu'il va se sentir aimé par son père. Au lieu que son père ne vienne le brimer, il vient, il cause un peu avec lui, il le laisse à son jeu et puis il se retire. Il lui donne même à manger. À manger. Donc il faut l'aimer. Tout part du cœur. Voilà, on en sait tout maintenant sur le changement de mentalité. Moi, je vous invite à changer de décor. On va se rendre dans le cabinet du ministre de la Communication et des Médias. Le ministre Sidi Touré a reçu la plus ancienne association francophone de journalistes, le bureau de l'UPF, l'Union internationale de la presse francophone, section Côte d'Ivoire, dirigée par Adama Koné. Il est allé présenter ses membres au ministre Sidi Touré. Au cours de cette rencontre, plusieurs points ont été abordés, entre autres les objectifs de l'UPF, ses missions et ses projets. L'UPF, notez-le, œuvre pour l'épanouissement socio-professionnel de ses membres et la protection des droits des journalistes.
Vous aimez la RTI, vous suivez la RTI, mais également d'autres médias. Au niveau des radios confessionnelles, un sondage vient d'être réalisé. Les résultats ont été publiés. Et c'est la radio Al-Bayan, la radio confessionnelle, qui est la mieux écoutée en Côte d'Ivoire. Elle est suivie des radios Fréquence Vie et Radio Espoir. L'étude d'audience a été initiée par la ACA, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle. Issa Tchonayeho. Le poids des 18 radios confessionnelles en Côte d'Ivoire, en termes d'audience et d'image, est désormais connu. Selon une étude de sondage commanditée par la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, ACA, 3 radios confessionnelles tirent leur épingle du jeu. Dans le district d'Abidjan, la radio musulmane Al-Bayan vient largement en tête avec 58,1% d'écoute, suivi des radios chrétiennes, Radio Fréquence Vie, 26,6% et Radio Espoir, 23%. Concernant l'utilité des radios confessionnelles en Côte d'Ivoire, 79,1% des personnes interrogées estiment qu'elles jouent un rôle important dans l'environnement des médias. Toujours selon cette étude, 89,6% des femmes écoutent les radios confessionnelles contre 85,4% d'hommes. Les responsables de ces radios confessionnelles saluent la qualité du travail effectué. Pour le président de la ACA, cette étude, au-delà des résultats, vise à amener les professionnels des radios confessionnelles à prendre en compte les attentes des auditeurs. Le vrai objectif que nous visons à la ACA, c'est d'amener les opérateurs que vous êtes à être attentifs aux attentes de votre audience. C'est cela l'essentiel. Car en cette période de mutation rapide et profonde, il est important de se souvenir qu'à la fin des fins, la satisfaction de votre audience est l'ultime instance de validation de vos choix éditoriaux. Autrement dit, il nous faut écouter ceux qui vous écoutent. Cette étude s'est tenue du 2 au 12 décembre 2018. Elle a concerné un échantillon de 1500 personnes à travers le pays. Cette étude permet surtout à la ACA de se faire une idée de l'impact des radios confessionnelles en Côte d'Ivoire. Et on va se rendre à Bouaké pour nous faire une idée de cette rencontre avec les chefs traditionnels du Grand Centre et ceux des autres régions hier à Bouaké. Ils ont échangé avec le ministre Kobena Kwasi Adjoumani et des cadres du RHDP sur les valeurs de paix et de cohésion sociale. Les alliances interethniques ont été évoquées au cours de cette réunion. Mamadou Kwasi. Des chefs traditionnels sénoufos en parade devant un parterre de chefs akans, venus de Vieux-Baoulé et de plusieurs autres régions de la Côte d'Ivoire. Preuve de la cohésion et de la parfaite entente qui règne entre ces différents peuples de Côte d'Ivoire. Une cohésion et une entente qu'ils promettent de sauvegarder pour la paix et le développement de la nation ivoirienne. Un engagement pris par Nana Ngoran Kofi II, bras séculier de la reine du peuple baoulé, devant les cadres du RHDP et l'ensemble de la population du Béké. Chers chefs de partout, d'être cohérents, d'être solidaires, de recevoir tous vos fils, de les rassembler, d'œuvrer à la cohésion sociale et faire de la paix la Côte d'Ivoire toujours la seconde religion, comme le président Houphouët-Boigny l'a toujours prôné. Le ministre Kobena Kwasi Adjoumani, porte-parole principal du RHDP, félicite les chefs traditionnels pour leurs efforts quotidiens dans la consolidation de la paix. Il invite ces chefs traditionnels et les chefs de communauté à faire des alliances à plaisanterie, le ciment de la cohésion sociale. Vous, nos chefs, dans nos villages, c'est au dialogue que vous avez recours chaque fois qu'il y a un différend entre deux personnes ou entre deux familles. Le dialogue a toujours été votre arme secrète pour régler les conflits et préserver la cohésion sociale dans nos villages. Et je vous félicite pour cette sagesse qui doit tous nous inspirer. Pour mettre en pratique ces dires, le ministre Kobena Kwasi Adjoumani, fils Bron, a tensé les chefs traditionnels baoulés et sénoufos. Je suis donc très heureux de vous retrouver dans vos costumes d'apparat pour accueillir votre chef suprême. Vous-même, vous avez vu qu'aujourd'hui, j'ai porté la tenue traditionnelle. Et c'est pour cela que vous avez eu peur, parce que vous avez pensé que je venais prendre toute votre place. Mais soyez rassurés,
Au nom des cadres de la région du Béké, le ministre Amadou Koné a annoncé la construction dans les mois à venir de la maison des chefs traditionnels de la région. Une infrastructure qui servira de cadre de rencontre et de règlement de litiges dans le Béké. Le président du parti Concorde poursuit ses tournées de mobilisation pour le RHDP. Alcide Guégué était dernièrement à Blouzou, dans le département de Gagnoa, région du Go. Il a appelé les populations à l'union et à la cohésion sociale. Moussa Konaté. Alcide Djedje à Blouzon, village natal de la mère de l'ex-président Laurent Gbagbo. Le premier responsable de Concorde et sa délégation tissent la toile de ce parti dans cette localité en donnant les enjeux de leur adhésion au RHDP. Et il nous a dit le développement, chers collaborateurs, se trouve avec Alassane Ouattara. C'est pourquoi je vous demande d'être au RHDP. Et c'est ce que nous faisons depuis. Ne vous complexez pas. C'est la vérité. Sortez des émotions. On vient de loin. On ne veut plus de guerre dans ce pays, on veut la paix. Le développement ne saurait se faire sans la paix. Un message en faveur de la cohésion sociale a été lancé à l'occasion de cette rencontre avec les populations de Blouzon. Zokora Simplice a été mon adversaire aux dernières élections. Ça n'a rien donné de bon à la région. Parce qu'on était divisés. Pour que vous compreniez bien qu'il n'y a que l'entente, la concorde, la paix, la solidarité entre cadres qui envoie le développement. Il a fait un pas important parce qu'il a vu ce que le président Ouattara fait pour la région. La réconciliation va s'imposer à tout le monde. Ça dit que ça va s'imposer à nous tous. Tu es réticent de la réconciliation là. Ça va s'imposer. Madame Bao, hier à Boisseau, il n'a pas de réconciliation. À soi, d'où même tout le monde n'a pas de réconciliation. C'est la réconciliation. Alcide Djedje a égrené un chapelet d'actions de développement réalisées ou en cours de réalisation pour le département de Gagnoa. Toutes choses qui, selon lui, militent en faveur d'une adhésion massive des populations de cette localité au RHDP. Les militants FPI de Akupé invités à œuvrer en faveur des actions de cohésion sociale. C'est le message porté par Ando Kochi, secrétaire national du FPI chargé de la mobilisation à Agnaman. Il est en tournée dans la région de Lamé. Le point de l'étape d'Akupé Zegui avec Michel Digri. Le secrétaire national du Front populaire ivoirien chargé de la mobilisation à Agnaman est en tournée de sensibilisation. À l'étape de Akupé Zegui, c'est à la chefferie traditionnelle qu'il livre le message qu'il portera aux populations. Pour l'émissaire de Pascal Afinguessan, il s'agit d'inviter les uns et les autres à la retenue face aux différentes tensions constatées dans l'arène politique ces derniers mois. J'invite les uns et les autres à la retenue et au bon temps. Les Ivoiriens ont besoin de la paix et la tranquillité. Ne retombons plus dans l'animosité politique. Ivoirienne, Ivoiriens, partout où vous êtes, soyez des artisans de la paix. Ce pays n'a pas besoin de désordre, mais la paix. Ando Kochi a par ailleurs demandé aux militants FPI d'Akupé de rester mobilisés pour faire aboutir les propositions de son parti dans le cadre de la réforme de la commission électorale indépendante. À l'étranger, c'est la tuerie la plus sanglante du Mali depuis plus de 6 ans. Près de 130 personnes ont été tuées hier samedi dans un village peul du centre du pays. 24 heures après ce massacre, le gouvernement malien a dissous la milice Dogon, dénommée Dana Amassagou, et a remplacé des chefs de l'armée. Je vous propose à présent le reste de l'actualité à l'étranger dans le 7 sur 7. Qu'est-ce qui a marqué l'actualité internationale cette semaine? Le tour du monde en 7 jours. C'est avec Ahmed Traoré et Salima Toutia. En attendant des conclusions définitives de l'enquête sur le crash de l'avion de la compagnie Ethiopian Airlines, Boeing entreprend des démarches pour redorer son blason. Le système de stabilisation au vol, en attendant les conclusions définitives des enquêtes, ce logiciel a été mis en cause dans l'accident de la semaine dernière, mais aussi de Lion Air fin octobre 2018.
Au Soudan, des centaines de manifestants sont descendus dans les rues de la capitale Khartoum pour demander la démission du président Omar el-Béchi. Pendant ce temps, une dizaine de partis d'opposition, de mouvements armés et de membres de la société civile sont réunis à Paris, en France, pour discuter de la situation. Pendant 3 jours, l'opposition tentera de trouver une position commune et faire des propositions concrètes en vue d'un changement de régime. Nour-Sultan Nazarbayev a annoncé qu'il démissionnait de la présidence du Kazakhstan après 30 années au pouvoir. La présidence par intérim sera assurée par le président du Sénat kazakh, Kassym-Jomart Tokayev, 65 ans, alors que l'actuel mandat du président Nazarbayev courait jusqu'en mars 2020. Cette annonce intervient moins d'1 mois après un brusque limogeage du gouvernement kazakh, à qui il reprochait de ne pas avoir su diversifier une économie très dépendante des hydrocarbures. En Centrafrique, l'Union africaine a trouvé un accord entre les groupes armés et le gouvernement, mettant fin provisoirement à une querelle naissante. Les autorités et les 14 groupes armés signataires de l'accord de paix se sont mis d'accord sur un gouvernement inclusif à Addis Abeba. Un accord qui maintient le Premier ministre Firmin Gebrada en place et garantit l'entrée au gouvernement des 14 groupes rebelles à qui seraient assurés des ministères régaliens. Le Mali et le Burkina Faso, 2 pays qui seront visités par le Conseil de sécurité de l'ONU. Une visite, la 4e depuis 2014 à Bamako et la 2e à Ouagadougou à l'initiative de la France, de l'Allemagne et de la Côte d'Ivoire. Au centre des discussions, la mise en œuvre de l'accord de paix et la lutte antiterroriste face à l'expansion de la menace dans la région du Sahel. Un autre sujet sur lequel se pencheront les experts, l'avenir de la MINUSMA, la mission de l'ONU au Mali, dont la mission prend fin en juin prochain. Plus de 100 personnes ont été tuées samedi 23 mars dans l'attaque d'un village Peul du centre du Mali. C'est un groupe de chasseurs traditionnels de la zone de Bankas, près du Burkina Faso, qui est accusé d'avoir perpétré l'attaque dans le village d'Ogosagou, dans le centre du pays. Une mission composée d'un détachement de l'armée et des autorités locales est arrivée sur place dans l'après-midi. Dans un communiqué, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a évoqué un bilan revu à la hausse. Ils sont plus de 300 000 électeurs aux Comores qui doivent prendre part au scrutin ce dimanche 24 mars pour le premier tour de la présidentielle. Ils doivent choisir parmi 13 candidats, dont le chef de l'État sortant, Azali Assoumani. Des incidents ont été signalés sur l'île. Les forces de l'ordre sont intervenues pour disperser la foule. Il y aurait au moins 2 blessés, selon une bonne source. 10% des bureaux de vote d'Anjouan ont dû fermer. Voilà, ainsi va le monde. Fin de ce 20h. Merci à vous tous de votre aimable attention.